Salut à tous, salut la guilde. Aujourd'hui, je vous propose un build qui, je pense, sera complètement incroyable sur la saison 6, donc la prochaine extension de Diablo 4. Il a été élaboré par Vess, un membre éminent de notre communauté depuis plusieurs saisons maintenant. Il a réalisé de très bonnes performances au cours de ces saisons et il nous a cuisiné un build aux petits oignons sur le Sacré Esprit avec des dégâts potentiellement complètement cassés. La vidéo est plus longue que d'habitude, par conséquent, n'hésitez pas d'utiliser les timecodes que vous voyez en description. Bref, vous êtes toujours nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Vous retrouverez évidemment l'article qui va être rempli des différentes informations ainsi que les liens vers les builders. Donc je vous ai fait une traduction française du builder et vous aurez la version originale de Vess en anglais à ce niveau-là. Donc Vess, c'est qui? Eh bien c'est un membre de notre clan qui avait terminé premier avec son voleur lors de notre dernier tournoi. Donc voilà, il est présent sur nos Discord. Vous pourrez le contacter si jamais vous avez des questions sur le build ou également sur le voleur, parce qu'a priori il s'y connaît pas trop mal. Donc Vess, bonjour à toi, je te laisse te présenter. Donc gros joueur de Diablo depuis ma plus tendre enfance. J'ai joué à Diablo 2, Diablo 3 et évidemment Diablo 4 depuis sa sortie, toutes les saisons. J'adore le Theorycraft, étant donné que je suis prof de maths, j'ai tendance à bien cerner comment je vais taper en faisant des petits calculs, tout simplement en sortant la calculette. Comment ça, beaucoup de profs de maths je trouve sur ce Discord quand même. Et du coup c'est bien sympa de Theorycrafter, donc là on a prévu la saison 6 avec un petit Theorycraft de build qui sera très certainement très fort, voire peut-être cassé, tellement il sera fort. Donc du coup, on va parler aujourd'hui du build revanche. On avait fait une première partie avec le build leveling d'Épine, qui je pense est quasiment sûr d'être assez facile pour le leveling. Est-ce que ce build-là, tu vas le conseiller pour le leveling? Alors, pour le leveling, je le conseille pas vraiment, à moins de looter vraiment le bâton qui est complètement nécessaire au build. Tant qu'on n'a pas le bâton, le build n'est pas envisageable, puisque c'est lui qui va transformer nos core skills en basic skills et les rendre gratuits au cast tout le temps, ce qui permettra de passer par-dessus le cooldown de revanche et donc de spammer revanche. Donc si on l'a pas, on oublie le leveling avec. Ok, donc vu que le fait les objets uniques sont tradam maintenant, c'est vrai que jouer en clan peut être un gros avantage. Alors nous, on a un canal sur le Discord sur lequel vous pouvez faire des demandes, même si vous n'êtes pas sur le clan, vous pouvez toujours essayer si jamais quelqu'un veut vous le filer ou vous le vendre pas trop cher. Mais après, il y a Diablo.trade aussi. Alors c'est possible qu'en début de saison, ça va là assez cher quand même, les objets uniques, mais ça descend assez rapidement quand même. Sauf si vous cherchez avec des gretters à fixe évidemment. Donc voilà, ça sera jouable avec ce bâton et encore plus si on arrive à choper l'anneau de Midnight Sun qui permettra de remonter la ressource beaucoup plus vite que 100 et donc de faire des dégâts quand même vachement plus conséquents. Donc leveling probablement oui si on loot le bâton. Est-ce que ce sera le meilleur? Certainement pas au départ, donc on n'aura pas au moins 2 uniques et puis un taux de critique suffisamment élevé, puisqu'on verra plus tard que le crit est super important avec ce build. Après, je pense que ça peut quand même intéresser pas mal de gens de faire leur leveling quand même avec ce build, parce que moi, quand je vise un build, par exemple, sur une saison, même s'il n'est pas très bon pour le leveling par rapport à d'autres builds, j'aime bien commencer à comprendre un petit peu comment le build fonctionne, à aller chercher et ajouter progressivement des items, même si c'est pas évidemment le plus optimisé. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient être intéressés. En effet, on pourra jouer avec sans souci, je pense, du moment que évidemment toujours on a le bâton. Et effectivement, ça peut aussi permettre déjà de prendre en main un peu le fonctionnement du build, qui sera pas non plus des plus complexes. On n'est pas sur un rock tir rapide par exemple, où il y a 50 millions de trucs à maîtriser. Le gameplay restera sympa parce que c'est pas juste spammer toujours une touche, mais ce sera pas compliqué non plus. Ok, du coup je te propose de passer un petit peu en revue l'équipement, donc si tu peux me dire un petit peu comment ça va fonctionner, quels sont les uniques qu'on va chercher. Ouais, on va commencer justement par les uniques, puis après on fera le tour sur le reste, on expliquera pourquoi les choix qu'on a fait. Donc en premier, on en parlait tout à l'heure, le bâton de Kepelke, qui a des stats déjà très intéressantes, des plus core skill donc qui vont impacter directement revanche, des chances de crit, on avait dit qu'on en aurait besoin, de la vigueur maximale qui, on verra aussi par la suite, va augmenter fortement les dégâts. Alors on le voit déjà avec le pouvoir du bâton. Donc le bâton qui fait que tous vos core skills deviennent des basic skills free to cast.
Donc en gros, même si vous n'avez pas de ressources, vous pouvez lancer vos core skills. Simplement, ils feront moins de dégâts, jusqu'à 30% de dégâts en moins. Donc ce bâton, en fait, là, juste pour les non-anglophones, donc core skill, c'est les attaques principales, basic skill, c'est les attaques de base. Et comme on peut le voir à droite sur son écran, on voit que toutes les stats et tous les sorts sont déjà à plus 21 en statistiques. C'est juste hallucinant. Donc ce bâton, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il se retrouve dans pas mal d'autres builds. Parce que booster autant les compétences principales et les compétences basiques, ça donne quand même pas mal de possibilités potentiellement sur la saison avec cette arme, quoi. Voilà, effectivement, très fort. Et donc, la deuxième partie du pouvoir qui fait que quand on a atteint la ressource maximum, et ben, nos sorts principaux vont du coup consommer toute la ressource, faire un critique garanti et infliger 3% de dégâts critiques supplémentaires par point de ressource dépensé. Donc on verra que de la ressource, on va en avoir beaucoup, donc ça va sortir un très très gros multiplicateur aux alentours de 700, 750 sur un build qui sera bien optimisé en max ressources. Ça me fait penser à un autre build, je sais pas si tu vois auquel je pense, cette mécanique. Eh ben, ça me fait penser au Necro Bone Spirit un petit peu. C'est la même mécanique en fait. Mais avec, je trouve, une rota qui est moins complexe à suivre. Ouais. Potentiellement moins, avec plus de survie aussi, je pense, que le Necro Bone Spirit. Il n'y aurait pas moyen de récupérer peut-être même une mécanique d'accablement dans ce build, c'est vrai, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais... Alors, si on pourrait y penser en prenant par exemple l'amulette du Seigneur Banni, hein, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est la même qui est utilisée par les nécros. Malheureusement, on verra plus tard sur l'AMU, l'AMU du Seigneur Banni, c'est quelque chose comme un multiplicateur à 60%. Et puis l'histoire des... Donc il faut savoir que dans le jeu, il y a les multiplicateurs et les additifs. Toutes les stats du type dégâts critiques, dégâts contre les cibles vulnérables, et toutes les stats comme ça, c'est tout de l'additif. Et l'accablement fonctionne pareil. Alors on a des valeurs qui sont un peu plus hautes, mais ça reste de l'additif. Donc au final, par rapport, on verra tout à l'heure, au multiplicateur de l'amulette, c'est pas très intéressant, je pense, d'aller chercher de l'accablement là-bas. Ok. Donc le bâton, première composante essentielle du build. On va passer à la deuxième plus importante, c'est l'anneau du Midnight Sun. Donc le soleil de minuit, je pense, en français. Donc au niveau des stats à viser sur celui-là, le plus important c'est l'attaque speed. Les dégâts crits sont pas déconnants non plus. On va voir pourquoi, parce que on voit que les coups critiques avec cet anneau vont nous restaurer 30% de la vigueur qu'on a dépensée dans les 2 dernières secondes. C'est pas juste le dernier coup, hein, c'est vraiment les 2 dernières secondes. Donc plus on va dépenser de vigueur rapidement, plus on va rembourser beaucoup aussi. Donc 30% augmenté par nos dégâts critiques bonus. Alors là, on a une première inconnue, c'est on ne sait pas de combien ça va être augmenté. Donc j'ai essayé dans le build de prévoir suffisamment de régénération de ressources pour que après 3-4 coups de revanche, à chaque fois que je ferai une revanche en coup critique, je vais restaurer 100% de ma ressource, voire probablement plus. Mais bon, comme on peut pas dépasser le cap, ce sera 100%. Pour permettre donc d'activer en fait notre bâton à chaque coup. C'est ça, en gros, ce qui va se passer par rapport à la barre d'énergie, je pense, par rapport à tous les passifs qu'on verra après, plus cet anneau, c'est que en gros, la barre, elle va faire du yo-yo, elle va se vider à chaque attaque. Elle va faire au bas, voilà, c'est ça. Globalement, elle sera vide, full à chaque coup, une fois que la machine est lancée. Pour accompagner cet anneau-là, on en met un deuxième unique. Celui-là, c'est la chasse de midi, je pense. Quelque chose comme ça. C'est ça, avec un tout petit peu de cooldown reduction dessus. Donc avec un tout petit peu, donc on peut voir que si j'enlève le GA, ça reste au max 66%, hein, c'est très fort, avec une plage, si elle bouge pas, au minimum à 62. Donc très intéressant. Le GA permet de caper à 75%. Il faut savoir qu'il y a un cap dans Diablo de cooldown à 75%. Ça veut dire que quel que soit votre cooldown reduction, quand vous lancerez un sort, vous aurez toujours un temps égal à 25% de son temps de base. Mais bon, ça permet de réduire très fortement tous les cooldowns qu'on a sur le build, puisqu'on n'a qu'un seul sort sans cooldown. Tout le reste sera donc du cooldown. Et une deuxième stat super intéressante, c'est les 65%. Alors en GA triple crit, hein, si on enlève le triple crit, le GA pardon, ça reste du 53%, c'est très fort. De ressources génération, donc qui va nous permettre de
faire un petit peu une synergie avec l'anneau précédent. Et ce qui nous intéresse très fort aussi, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui va augmenter notre ressource maximale de 50%. Donc, on peut le traduire par, en fait, un multiplicateur aussi à 50% avec l'aide du bâton. Peut-être même 50% double dip, on verra tout à l'heure au niveau du fonctionnement de revanche. Et voilà, à minima, c'est 50% multiplicatif. La deuxième partie nous intéresse pas trop, vu qu'on fera pas de dégâts de poison. Alors ensuite, on passe à la mue. Alors l'amulette, ce qui est intéressant, alors on verra les passifs tout à l'heure. Là, je vais chercher 2 passifs et des chances de crit. Donc les chances de crit, parce que, comme on l'a dit, il va falloir faire des crits avec l'anneau du soleil de minuit là, pour rembourser notre ressource le plus possible. Des dégâts critiques, parce que a priori on sera toujours en train de faire des critiques, et puis c'est supposé buff aussi la régénération de ressources. Et en deuxième trempe, des stacks de resolve. Alors on va voir pourquoi les stacks de resolve, c'est parce qu'en fait ça va directement toucher avec un autre passif des gants, on le verra tout à l'heure, sur les blockchains, et nos blockchains vont augmenter nos dégâts critiques. On le voit avec le passif de la mue. Mes dégâts critiques sont augmentés de 105% de mes chances de bloquer. Et si je bloque, ça double ce bonus pendant 10 secondes. Donc on va voir que les blockchains, on va dépasser le 100%. Donc on va bloquer. Donc on va posséder, on va avoir le multiplicateur qui sera plus de 105, mais de 208% des chances de bloquer. Donc ici, plus 6 stacks de resolve. On verra qu'on en aura plus ailleurs aussi. Donc voilà pour l'amulette. Le casque, je pense que ce casque, tous les builds, de toute façon, du Sacré Esprit vont le jouer. Alors au niveau des stats, on va juste aller chercher le GA Crit Strike Chance, les chances de critique, puisque on l'a vu tout à l'heure, un max de critique. On a un petit bonus de réduction de dégâts qui est pas non plus complètement nul, ça fait de la survie. Et donc ce casque fait que pour chaque type d'esprit que votre sort utilise, vous gagnez 50% de dégâts. Alors nous, revanche, c'est un sort de gorille et on va lui rajouter le type jaguar. Donc ça va faire un multiplicateur à 100%, double les dégâts avec ce casque. C'est très très fort pour un casque. C'est bien précisé qu'ils sont tous additionnels, donc ça veut dire Jaguar plus Gorille, 50 et 50, 100, c'est ça. Voilà, on pourrait éventuellement aller chercher le 150, mais j'ai trouvé ça pas très intéressant, puisque ce casque fait aussi que votre deuxième choix d'esprit s'applique aussi à l'attaque. Le Sacré Esprit, si on regarde, normalement, il n'y a que le premier esprit qu'on choisit qui va faire que nos sorts deviennent moi ici, des skills de Jaguar, parce que j'ai choisi Jaguar. Celui-là ne devrait pas impacter, mais le casque fait que le deuxième skill, le deuxième esprit, celui-là, va aussi s'appliquer à nos sorts. On pourrait aller chercher 150%, j'ai trouvé ça pas très intéressant au niveau des bonus qu'on avait ici, on verra après. En armure, l'armure de Tyrael, parce que pour aller en tourment 6, on va prendre quasiment moins 100% de all raise. Donc pour caper nos résistances, et donc là on voit qu'on peut atteindre le cap toujours de 80,9. Pour caper les résistances et puis profiter de la damage reduction, même si on enlève le GA, on est à 44%, c'est très fort. La Tyrael sera là pour la survie uniquement, mais elle va apporter beaucoup. Probablement d'ailleurs un des meilleurs items de la S6 parce que... Oui, qui sera joué par beaucoup de classes, je le pense. Au niveau des gants, alors les gants, on a des chances de crit, encore une fois, un GA Masterwork, parce qu'on veut atteindre au moins 90% de chances de crit en endgame avec ce build pour être garanti en coup critique avec nos glyphes en plus qui vont monter un petit peu. De l'attaque speed aussi à côté parce que très important. Et en dernier, la stat principale. Il faut savoir que la stat principale a été reboostée très très fort. Là, si on regarde avec 1900 de dextérité, on a un buff à 489%. Alors qu'avant, ça aurait donné peut-être un buff à 210 ou 220%. Donc la dexté devient, en tout cas la stat principale pour toutes les classes devient très importante. Au niveau des trempes, toujours des dégâts crits. C'est ce qui va scale notre anneau, et puis aussi on va en faire que des critiques, donc autant prendre ce qui a la plage la plus haute. Et du Soar Size, alors Soar, je sais plus comment ça se traduit en français, c'est le sort d'aigle qui va nous permettre de nous envoler et d'avancer rapidement
vers des cibles tout en les rendant vulnérables. Donc la size va nous permettre de rendre plus d'ennemis vulnérables, tout simplement. Ce qui sera très à 100%, je suppose. Donc, Oui, on a un cap à 100% pour les tailles de tous les sorts dans le jeu depuis la saison 4, je crois. C'est ça. Donc, au niveau du pouvoir, ici, on va avoir une petite variante. On verra en fonction de comment va se comporter le premier, la Jaguar, on en parlera tout à l'heure. Donc, on peut mettre en aspect, ici, j'ai mis les basic skills, puisque notre revanche devient un sort basique. Ça me fait jusqu'à 20% d'attaque speed et 100% de dégâts multiplicatifs, c'est très fort. On peut aussi mettre un aspect qui va faire que Payback va taper en avant. C'est un peu comme le druide Pulverize avec son aspect qui lui permet de faire une zone plus grande. Donc ça peut être très intéressant en leveling et en speed farming de changer Moonrise pour mettre l'aspect justement qui va transformer Payback en une grosse zone d'attaque. Moonrise sera peut-être plus intéressant sur le bossing et voilà, Payback sur de la masse, du speedrun comme tu dis, c'est parfait. Exactement. On passe aux jambières. Donc les jambières ici, au niveau des stats, bon, j'ai priorisé la stat principale et la vie parce qu'on en a besoin. Un peu d'armure parce qu'on va voir qu'il y en a besoin pour, comme on prend moins 1000 d'armure aussi en tournant 4, on va essayer de se caper, donc on va mettre de l'armure ici. Et là, on voit que j'ai mis au niveau des trempes, du resolve stacked, exactement comme sur la mue. J'ai triple crit dedans. Et on va voir pourquoi. Là, on voit le pouvoir qui fait que je gagne 15% de chance de bloquer par stack de Resolve. Donc, entre les 15 qu'on a ici et les 6 sur la mue, ça fait déjà au minimum 21, sachant que je sais pas combien on pouvait en avoir à la base sans l'augmenter. Donc, si on fait 21 fois 15, ça fait 210, 300, on va dire 310. 310% de chance de bloquer. En plus du bâton qui a 45 de base, et puis on a un plus 10 dans les passifs, donc on est à 375. Ça veut dire que ce 375 devient un multiplicateur ici sur la mue. Et quand on va bloquer tout le temps, vu qu'on aura 100%, il va doubler. Donc ça va devenir un 750. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment fonctionne le blocage ou c'est une nouvelle stat de la saison 6? Parce que par exemple, on peut bloquer dans le dos que de face. C'est une nouvelle stat de la saison 6, donc grosse inconnue. On sait pas comment ça va. On sait simplement au niveau de ce que ça fait, ça n'annule pas complètement les dégâts, ça les réduit comme sur Diablo 2. La question qui se pose effectivement, c'est est-ce que je peux bloquer dans le dos et est-ce que je vais avoir des animations pour le blocage qui pourraient me prendre du coup des frames et réduire mon attaque speed. Là, c'est une inconnue, ça pour ça il faudra tester, il faudra voir comment ça marche. Bon, mon prono, c'est que ça va être comme l'esquive, tu vois. J'espère que ce sera exactement comme le Dodge Chance, effectivement. Donc l'esquive, on verra. De toute façon, pour ça, il faut attendre pour voir. Au niveau de la deuxième trempe, j'ai mis donc alors je sais pas comment ça s'appelle le sort, Ravager. Donc en gros, à chaque kill que je vais faire, je vais augmenter le sort de base augmente la durée. C'est un sort à cooldown. L'avantage de ce sort, c'est que tant qu'il est actif, on le verra après dans l'arbre de talent, nos core skills vont nous téléporter directement sur les cibles, vont dasher dessus. Tous les core skills. Tous les core skills. Donc le revanche. Alors, je vais utiliser revanche sur une cible qui sera un peu à distance. Alors je ne sais pas jusqu'à quelle distance ça va fonctionner, mais en tout cas, je pourrais avoir un petit dash gratuit en plus de faire un petit peu plus de dégâts. Bon, les dégâts, on verra que c'est minime par rapport à tout ce qu'on fait déjà, mais... La mobilité, quoi, principalement. La mobilité, exactement, pour avancer un peu plus vite. Au niveau des bots, les bots, là, on va aller chercher la vitesse de déplacement et de l'armure, parce que, se déplacer plus vite, c'est quand même intéressant. Et la deuxième trempe, on va mettre de la Vortex Size. Donc, Vortex, c'est aussi un sort d'aigle qui lui va créer une sorte de cyclone et attirer les ennemis vers vous, ou en tout cas vers la zone où vous aurez mis le vortex. Donc ça peut permettre de ramener des mobs à vous, donc ça peut permettre d'aller taper plus vite des mobs, perdre moins de temps au niveau d'une progresse d'un royaume des artificiers par exemple. Oui, de toute façon, paquer les mobs c'est toujours intéressant en général. Et au niveau du pouvoir, oui voilà, paquer c'est toujours intéressant, surtout potentiellement avec notre histoire des esprits qu'on a choisis.
et de son fonctionnement. Et donc en pouvoir, la férocité qui est augmentée. Donc la férocité, c'est des stacks exactement comme Resolve. Donc Resolve, c'est pour le gorille, férocité, c'est pour les jaguars, et on verra qu'on a des passifs qui vont augmenter nos dégâts en fonction du nombre de stacks de férocité. Donc assez intéressant d'en avoir un petit peu plus ici, on verra après. Je pense que là, en fait, tu peux passer directement sur le skill tree. Ah oui, donc on va commencer par les deux fameux esprits. Ouais. Donc ici on peut enchanter 2 esprits, on a le choix entre 4 pour le premier et 4 pour le deuxième. Ils n'ont pas tous les mêmes bonus, que ce soit la première catégorie ou la deuxième. Ça marche un petit peu comme l'enchantement du sorcier, donc on a des choix à faire. Le premier, donc on choisit Jaguar tout simplement parce que on voit que c'est écrit après chaque... Alors, fourth time, ça sera une fois que j'ai tapé 4 fois. Donc, j'ai fait 4 fois des dégâts directs avec un skill de Jaguar. On va lancer un coup de plus qui fait 100% des dégâts des 4 hits. Donc, et qui fait aussi donc cet esprit que tous mes sorts, mon payback qui était un sort de gorille, devient un sort de Jaguar. Donc, ça va fonctionner. C'est là où on a une grosse inconnue, en fait. Voilà, on a une grosse inconnue sur ici. La méthode de calcul. Soit c'est je reprends les dégâts que j'ai faits, c'est-à-dire que j'ai mis 4 paybacks qui font, je sais pas, on va dire 5000% des dégâts, ou en tout cas, peut-être non pas 5000, 2000% des dégâts, et je calcule à partir de ces 2000%. Et dans ce cas, c'est très fort, ça veut juste dire que j'ai un multiplicateur en x2, ça s'active que tous les 4 coups, mais ça reste un multiplicateur x2 des dégâts. Soit comme on soupçonne que ça va être, parce que souvent quand Blizzard a fait ce genre de choses dans le passé, on avait cette histoire de double dip. Alors double dip, pour expliquer rapidement ce que ça veut dire qu'on a des multiplicateurs qui vont s'appliquer une première fois sur mes frappes et une deuxième fois sur ce quatrième hit là. Ouais, il y a un exemple qui me vient pour ceux qui ont joué sur les saisons précédentes, c'est le cœur noir. Le cœur noir. Qui accumulait les compétences. En plus, c'était non seulement nos compétences sur l'explosion, mais c'était aussi ceux des autres, il me semble. Il y avait aussi le druide qui jouait explosion de poison en saison 1 ou 2, je me rappelle plus. Pour ceux qui auraient joué, on appliquait du poison et d'un coup on faisait exploser le poison et on arrivait à taper des dégâts qui étaient monstrueux par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. C'est ces histoires de double dip. On avait le même problème la saison dernière avec le rogue Victimize. Victimisation, qui lui aussi avait un double dip sur Victimize qui permettait d'atteindre des milliards alors qu'on sait des basic skills à 50 ou 100 000. Et là c'est encore pire, j'ai l'impression, parce que vu que c'est les 4 attaques, que nos attaques vont faire des dégâts de zone, donc si ça prend vraiment en compte tous les dégâts qui ont été faits par la revanche, par exemple sur des dégâts de zone, la 4e attaque peut être quasiment... potentiellement dégâts quasi infinis, effectivement, en fonction de si vraiment c'est ça, si je prends les dégâts que j'ai fait à tous les ennemis, j'additionne et je remets mes multiplicateurs dessus, on sera plus très loin du infini. Ouais, si on tape 4-5 mobs, ça va devenir n'importe quoi. Donc si c'est une méthode de calculation qui va prendre les attaques, donc les 4 attaques sont juste l'attaque de base x4, ça sera déjà très fort. Et si ça prend en compte tous les dégâts qui ont été faits par les 4 attaques, ça sera totalement broken et on pourra one-shot n'importe quel boss. Ouais. Alors, ce sera broken, effectivement. Si c'est bien cette histoire de double dip, je pense qu'on verra des sacrés esprits taquiner des pits de sang et... Il n'est pas limité à 100, le pit, sur la saison 6, je crois qu'ils ont... Alors, je sais pas, j'espère que non. Sur le PTR, c'était capé. Sur le PTR, c'était capé, mais on avait déjà atteint... on avait plein de streamers qui faisaient du pit 100 en 2 ou 3 minutes. Donc, on peut espérer soit qu'ils aient augmenté. En tout cas, on pourra aller chercher la difficulté maximale du pit et probablement... après 4 coups, tuer le boss. Donc, si ça marche, évidemment, de façon comme c'était pas prévu à la base, c'est-à-dire que un peu mal codé, et le double. On verra qu'il y a 2 mécaniques comme celle-ci qui peuvent vraiment casser le game, dont une sur la revanche qu'on verra juste après. Ouais. Ensuite, en deuxième, j'ai repris Jaguar. Parce que... t'es pas dessus là. je suis pas dessus, pardon. Ouais. Oui. Parce que ça augmente notre maximum de férocité par 1. Donc on a vu tout à l'heure qu'en augmentant la férocité, on a un passif, on le verra, qui augmente mes dégâts en critique, et qui font aussi surtout qu'on gagne un stack de férocité à chaque fois qu'on tue un ennemi ou qu'on touche un boss.
Parce que le problème du build, sinon, c'est qu'on va manquer un peu de génération ici sur les stacks de férocité. Donc, resélectionner Jaguar ici permet justement de monter la férocité rapidement quand on est contre un boss. Et puis, pareil quand on est dans les trash, puisqu'on devrait tuer relativement très. Alors, au niveau du skill tree, bon, on a toujours les 2 premiers points ici pour débloquer. Alors, on peut les mettre où on veut, hein, ça change rien, on va pas s'en servir. Ouais. C'est pour débloquer les sorts principaux qu'on ne va pas utiliser non plus, puisqu'on verra plus tard que le nôtre est beaucoup plus bas. Donc j'ai mis d'abord 3 points dans Follow Through, alors je sais pas la traduction en français, qui fait que nos sorts basiques font 15% de dégâts en plus. La deuxième partie nous intéresse pas, en tout cas je pense pas, hein, puisque normalement les basic skills ont une histoire de third cast qui font des dégâts en plus. Mais comme notre bâton transforme nos core skills en basic skills, on a un multiplicateur déjà à 15%. Pour compléter, j'ai mis ici 2 points dans vigueur, je pense que ça s'appelle, qui fait que quand on lance un sort principal, notre génération de vigueur est augmentée de 10%. On a vu tout à l'heure qu'on allait avoir besoin de consommer beaucoup, donc de générer beaucoup, donc ça reste 10% de prix, c'est pas 2 points perdus non plus. Au niveau des sorts de focus, donc on en a vu tout à l'heure, on en a parlé, on a Vortex qui va attirer, qui va aussi augmenter les dégâts du prochain sort de 20%. On peut réduire son cooldown ici. Alors on peut aussi choisir celui-là, mais on aura peu de barrières et de toute façon c'est pas Vortex qui va faire les dégâts. Le soir, donc qui est une espèce de saut dans le ciel où vous envolez, vous retombez sur une des cibles, vous les rendez vulnérables. Au niveau des améliorations, si jamais on touche personne, on gagne de la vitesse de déplacement, donc ça peut permettre aussi d'avancer un peu plus vite quand il y a un creux. Et la dernière amélioration que je trouve vraiment bien, c'est que on laisse un nuage autour de nous qui va continuellement rendre les ennemis vulnérables. Ça veut dire que pendant 4 secondes, les ennemis autour de vous seront tout le temps vulnérables. C'est plus 4 secondes, parce que c'est le sort, le fait de base, et il me semble que c'est des secondes supplémentaires. Tu vois, 5 secondes de base plus 4. Oui, 5 secondes de base là où on atterrit. Après, si on se déplace... Et ça te va suivre? Ça va nous suivre, exactement. C'est encore mieux. Voilà, c'est pour rendre des nouveaux ennemis vulnérables, effectivement, puisque ceux qu'on aura touchés sont déjà vulnérables. Et qu'on peut packer dans la zone avec le sort précédent qui permet Tout à fait, exactement. Ça combote bien ici avec Apex. Apex, alors c'est un multiplicateur à 9%, ou 18 si jamais c'est un élite. C'est pas trop mal aussi. Et Diminishment qui fait que les ennemis vulnérables nous font aussi 15% de dégâts, donc un peu plus de survie. J'ai mis aussi des points dans Mirage. Qui a un point là. Nous donne 1 point, effectivement. On verra que c'est l'anneau qui nous donne aussi 4. 1 point juste pour aller chercher après la suite, mais c'est quand même des chances de dodge quand on evade, qui peut nous faire gagner des crits. Ça peut être pratique au début si vous manquez de chance de coup critique. Vous faites une esquive en appuyant sur votre barre espace là, quand vous allez vous faire taper. Ça vous donne 50% de chance donc de pas vous faire toucher et d'augmenter vos dégâts vos chances de crit de 25%. Et derrière on a Unrestrained, donc qui fait que nous faisons 12% de dégâts supplémentaires lorsque nous sommes inarrêtables ou alors unhired, je sais plus comment ça se traduit. C'est en gros tu traverses les mobs, je crois. Voilà, c'est ça. Juste petite précision par rapport au truc d'avant, je suis en train de revenir là, de réfléchir. Là, tu vois le passif que tu avais juste avant, celui-là. Ouais, en fait, il y a un point et c'est marqué peu importe à quel moment vous faites une esquive, vous gagnez 25% de chance de coup critique. Donc je pense que ces chances de coup critique, tu vas les gagner quand tu fais un dodge sur cette attaque là, mais en fait n'importe quand tu vas faire une esquive, tu vas les avoir, ces 25% de chance de coup critique. Oui, c'est effectivement, peut-être que c'est vrai que j'ai confondu evade et dodge, tout à fait. Et donc plus on a une chance d'esquiver haute de base, plus ça va arriver souvent. C'est ça. Ensuite, on a le fameux sort ravageur, donc en passif, qui augmente notre minimum, donc on a au minimum de stacks de férocité. Alors on verra plus tard, normalement, les cooldowns, on va pouvoir tous les spammer très fréquemment. Donc il devrait pas être souvent en mode passif, et plutôt souvent en mode actif. Donc de base, c'est pas très intéressant, hein, c'est juste 40% de dégâts quand on fait une attaque. C'est pas un multiplicateur, hein, c'est juste je fais une attaque, j'ai aussi 40% des dégâts de mon arme en plus qui vont s'ajouter. Là, ça augmente la durée donc de 3 secondes à chaque fois que je fais un kill, à chaque fois que je tue une cible. Mais par contre, il faut savoir qu'à chaque fois que je vais l'augmenter, ça va réduire de 0,25 secondes par mort. Donc la première fois, vous augmentez la durée de 3 secondes. Vous refaites un kill, vous l'augmentez de 2,75, etc., etc.
jusqu'à un minimum, ils nous disent de 0,4 secondes. Donc à la fin, on va pas pouvoir l'augmenter non plus indéfiniment. Par contre, voilà la dernière amélioration qui fait que quand c'est actif, nos sorts principaux nous dashent instantanément à la position de notre cible. Et en plus de ça, augmente notre génération de vigueur de 30%. Donc on l'a dit tout à l'heure, on va consommer très fort, donc il faut aussi régénérer très fort. Sachant que la portée n'est pas précisée, donc ça se trouve... La portée n'est pas précisée. Ça se trouve, ça sera une portée infinie, donc dès que tu as une cible en vue, tu peux te téléporter dessus, ça se trouve. Donc on peut espérer au moins que ça fonctionne comme ceux qui auraient pu jouer... alors Fleury, ça se traduit par rafale, je crois, sur le rogue. Sur le rogue, t'as peut-être... on a le Fleury qui dash. La fente du barbare aussi, peut-être un truc donc, comme ça. Qui était à peu près la moitié de la portée de l'écran. Hein, vous prenez la moitié de votre écran, ça vous dashait, donc ça reste quand même relativement fort, je pense. Même si c'est pas une portée jusqu'à l'autre bout de l'écran, bon, ça nous permettra de nous déplacer plus vite. Alors, ici, on va procéder par les sorts puis les passifs. Le counter-attack, il est là juste pour le passif qu'on gagne, donc vous voyez qu'il n'est pas activé nulle part, le counter-attack. C'est parce que on l'a avec notre anneau du Midnight Sun, qui nous donne l'effet passif de counter-attack. Donc c'est pour ça qu'on a investi quelques points dedans. Le passif qui nous fait encore 10% de dodge chance. On a dit tout à l'heure que c'était important pour nos dégâts crit. Des chances de retaliate, donc en gros, vous avez une chance, quand on vous tape, de retaper la cible qui vous a tapé, en tout cas de lui refaire des dégâts. Alors l'amélioration ici est juste pour prendre la dernière amélioration, qui permet de passivement aussi augmenter nos dégâts critiques de 6%. Par cible proche. Donc on fait des dégâts critiques, on va prendre un multiplicateur de 6 à 30% de dégâts, on sera toujours au corps à corps, on a toujours au minimum une cible, donc encore un multiplicateur ici qui vient s'ajouter. J'ai mis un petit point dans ce passif, il n'y en a pas besoin de plus, si vous en rajoutez, enfin, je peux pas en rajouter, mais imaginons que j'en avais 20, ça n'augmente pas mes block chance. Vous voulez juste prendre encore 10% de block chance en plus. Ça, vous voyez que si j'augmente, ça augmente juste la réduction de dégâts quand je bloque. J'ai trouvé que 3%, c'était pas très intéressant vu toute la réduction de dégâts qu'on a déjà. Donc juste un point pour les 10%. On a le passif endurance. Qui fait qu'on gagne de la ressource, de la vigueur quand on caste un sort défensif. Donc notre sort défensif, ce sera celui-là, on verra pourquoi il est là. Ça peut permettre un peu de lancer la machine au départ un peu plus vite, de générer de la vigueur, puisque je suppose que notre sacré esprit fonctionne exactement comme le druide. Vous ne générez pas de vigueur à la base. Alors avec le bâton, vous en générez, mais à la base, on n'en génère pas. Un deuxième passif, persévérance, qui fait que pour chaque stack, pour chaque charge de resolve qu'on a, on gagne 1,5% de damage reduction. Donc on a vu tout à l'heure qu'on en avait beaucoup pour les dégâts critiques. Et ben ça bonus ici aussi, vous avez de la réduction de dégâts, on va dire entre 25 et 30% en fonction de la quantité de stacks de resolve que vous avez. Et ces stacks de resolve, comment on va les générer? Et ben grâce à notre Armor Hide, qui à la base, en passif, nous donne 2 de resolve toutes les 5 secondes, mais celui-là, le but, ça va être de l'activer tout le temps. 100% du temps, on verra qu'on devrait pouvoir y arriver. Alors, en tout cas, la partie active dure 4,2 secondes et nous rend inarrêtable, nous donne 100% de blockchain en plus, encore une fois, des dégâts avec notre amulette, et l'amélioration ici qui fait que ça nous donne tous nos stacks, donc tout notre charge de resolve dès que je le caste. Donc, je vais caster ce sort défensif, je vais gagner de la ressource, je vais gagner 20 ou 25 stacks de resolve, je sais pas combien on aura au départ, mais au moins donc 21 avec Amu plus jambière. Je vais donc pouvoir taper beaucoup plus fort et je serai inarrêtable. Donc inarrêtable, c'est-à-dire que vous ne vous souciez plus des effets de contrôle de foule, vous ne pouvez plus être gelé, plus être stun, donc très fort. Très intéressant ce sort, c'est pour ça qu'on a 5 points dedans, pour augmenter sa durée, et on verra aussi tout à l'heure avec le dernier passif qu'on va réduire sa durée un peu plus. Enfin, réduire son cooldown, pardon. Alors, passons au sort de DPS, le fameux Revanche. Donc, Revanche qui tape, une fois qu'on l'a monté à 26, à 437% des dégâts de votre arme. Alors déjà, rien que ça, c'est fort. On a peu de classes qui ont des dégâts aussi élevés déjà à la base. Je vois pas trop comment les autres classes pourront rivaliser avec le Spirit. Alors moi non plus là tout de suite. À moins qu'il y ait quelque chose de cassé qu'on n'ait pas vu venir, je sais pas. L'amélioration qui fait qu'à chaque fois qu'on fait des dégâts avec Payback, on augmente ses dégâts de 5% pendant 60 secondes. Donc spammez vos paybacks là et vous pouvez arriver jusqu'à plus 100%. Donc imaginons qu'au début on manque un peu de
dégâts, on peut enchaîner et voir en fait les dégâts qui vont augmenter au fur et à mesure qu'on tape, à taper de plus en plus fort. 60 secondes, c'est hyper long hein, pour un buff. C'est très long. Si on attaque à 2 attaques par seconde, on n'a même pas besoin des 60 en fait. Hein. Au bout de 6 ou 7 secondes, vous aurez le bonus maximum et vous le garderez d'un pack à l'autre. Donc une fois que la machine sera lancée, ça va taper très fort. Alors, on parlait tout à l'heure de la deuxième inconnue. C'est ici, cette amélioration qui fait que Payback devient un core skill. Donc ça, on en a besoin hein, pour le bâton. Et qui fait aussi que ça consomme toute notre ressource pour augmenter nos dégâts par donc un multiplicateur de 0,5% par point dépensé. Ce qui est en fait pratiquement la même chose que ce qu'il y a déjà sur le bâton. Et le problème, enfin la question qu'on s'était posée la dernière fois, c'est donc comment va être gérée la formule de calcul. Moi, je suis parti du principe que ça va être lu entre guillemets ligne après ligne, et que la ligne du bâton ou celui du passif va dépenser la ressource, ce qui va faire qu'il y en a un des deux qui va être calculé sur une ressource vide. Mais si c'est pas le cas, si on se retrouve à un calcul où les deux vont être calculés sur une ressource pleine, bah là on va avoir un dégât probablement aberrant. On va avoir des dégâts effectivement aberrants puisque la ressource, alors je crois pas que actuellement sur Max Roll on voit le max ressource dont on met, voilà, j'ai 0, mais en réalité, donc on aura 100 de base, hein, comme toutes les classes, et on verra après qu'on va l'augmenter. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait un 50% ici, on peut en récupérer encore jusqu'à 47, mais si on déjà enlève le GA, 35, voilà. Donc 35, ça veut dire 135, oui, on va être à beaucoup plus que 200, on le verra après. Donc notre payback sort de DPS, alors des petits points dans des passifs, ceux-là, c'était vraiment juste pour débloquer celui d'après. Il fait que nos scores de gorille font 15% de dégâts en plus sur les cibles knockdown. Ils ont des chances d'exécuter 5%, mais on s'en fout, ça sert à rien. Le knockdown, on verra qu'on l'activera via les parangons, donc toujours un petit multiplicateur de 15% qu'on peut aller chercher là. Et ce qui est très intéressant, là où j'avais mis des points dans la mue, potent, alors potent en français, ça doit être puissance ou puissant, c'est pas, en tout cas, qui fait qu'à chaque fois qu'on touche un ennemi avec un skill de jaguar, on augmente nos dégâts, encore une fois, de 1% jusqu'à 100%. Encore à aller chercher ici, potentiellement, un multiplicateur de multiplié par 2, donc. Là, par contre, il n'y a pas de notion de durée. Là, par contre, il n'y a pas de notion de durée. Donc, effectivement, on a une petite inconnue sur le fonctionnement. Peut-être que ce sera pas si fort que ça et qu'on voudra mettre autre chose à la place. Ça reste, semble-t-il, quand même puissant. Alors, celui-là, je sais même pas le traduire. Qui font que nos sorts de jaguar... Peut-être fourneau, pardon. D'accord. Augmente nos dégâts de 6%, nos dégâts critiques de 6% par stack de férocité. C'est pour ça qu'on est allé chercher plus de stacks de férocité un peu sur le stuff et puis dans le passif ici pour augmenter nos dégâts critiques puisque ça reste des multiplicateurs du coup généraux sur les dégâts critiques. Comme on va faire que des coups critiques, potentiellement, c'est ce qu'on disait, ça va double dip avec cette histoire ici d'esprit du jaguar qui fait des dégâts en fonction des 4 coups qu'on a mis. Donc on est vraiment allé chercher un maximum de multiplicateurs généraux qui montent assez haut pour potentiellement partir dans les étoiles au niveau des dégâts. Au niveau de l'ulti, on a des choix. Moi, j'ai fait le choix de mettre Hunter pour cette amélioration-là, qui fait que, alors c'est écrit overfill, donc si on traduit littéralement, ça veut dire qu'on va remplir en dépassant nos stacks de férocité de 4. Imaginons que je pouvais en avoir 10, ça va me mettre les 10 plus 4 pendant un petit bonus, en plus de faire un multiplicateur de 100% pour les cibles qui seraient blessées. Alors blessés, c'est inférieur à 35% de leur vie. Donc je sais pas si, voilà, hein, si on a le double dip ici, honnêtement, le 100%, on le verra probablement jamais. C'est ça. Puisque la cible sera morte avant d'être blessée, elle passera de on à off en termes de vita. Peut-être sur le World Boss et encore. Ouais, peut-être sur un World Boss, effectivement. Et tuer un ennemi avec les Hunters a 40% de chance de réduire son cooldown instantanément, donc ce qui nous permettrait de le lancer plus souvent. Et on verra après, peut-être, au niveau des morts uniques, de faire des petites folies. Au niveau des passifs, donc un point ici, tout simplement pour aller débloquer les plus 30% de vigueur quand on a un sort ultime équipé dans notre barre. Donc ça veut dire ici que je monte à 130 de vigueur maximum. Si j'ai pas de GA et que j'ai un jet, on va dire correct à plus 30, je monte à 160 de vigueur, plus
les 50%, donc on rajoute encore 65, donc on passe à 225 de vigueur avec un build correct, avec un build où on est vraiment maxé, on pourrait monter à plus de 270. T'as pas de vigueur dans les parangons aussi? Alors non. Je vais aller chercher, je n'en ai pas vu, malheureusement. Mais bon, je pense que c'est déjà bien assez fluide comme ça. Si on pouvait monter à plus de 300, je pense que ce serait n'importe quoi. Au niveau du passif, eh ben, on va comboter très fort avec notre bâton, puisque notre bâton, hein, on rappelle, transforme notre revanche en sort basique. Et on va spammer donc, hein, ça va être un peu le principe de ce build, ça va être de taper de faire des rotations de 3 sorts, toujours. Vous pouvez lancer vos cooldowns, mais vous voulez enchaîner 3 revanches avant de lâcher un cooldown, puisque à chaque fois qu'on fait 3 fois le même sort de base, on augmente les rangs donc, de tous les skills dans lesquels on a déjà investi des points de plus 2. Donc tous nos cooldowns vont être augmentés de plus 2. Payback lui-même va passer de 26 à 28, on va gratter encore un peu de dégâts. Et la deuxième partie qui fait que tous les 3 sorts principaux consécutifs, donc notre revanche elle-même, va réduire les temps de cooldown de tous les sorts de 10% de base, plus 2% par point investi. Donc comme on a investi dans les cooldowns importants, c'est-à-dire celui-là là, qu'on voulait spammer fréquemment, et puis notre ulti. C'est-à-dire que je vais passer, imaginons que je fasse 6 revanches avant de lancer mes cooldowns, hein, je devrais avoir le temps de faire 6 revanches en 5 secondes, normalement. Je vais réduire, donc ça va augmenter de plus 4, j'aurai donc des sorts à 9. Je vais réduire donc de 10%, plus 2 fois 9, 18, 28% le cooldown, 2 fois, donc de 56%. De 56%, alors qu'on avait déjà réduit de 25%. De 75 ici avec l'anneau. Donc autant vous dire qu'on va avoir des cooldowns qu'on va pouvoir relancer très fréquemment. Et ça double dip avec le bâton puisque ça c'est basique plus score. Voilà, c'est ça. Et du coup, celui-là, on va pouvoir le relancer, je pense, toutes les 4-5 secondes, c'est-à-dire être vraiment perma inarrêtable. Vous n'aurez plus à vous soucier des effets de contrôle, de la glace au sol, des ennemis qui stun. On devrait s'en sortir sans et surtout, du coup, avoir nos stacks de resolve aussi en permanence. Il faut savoir que les stacks, que ce soit de férocité ou de resolve, ça doit être résolution, j'imagine, vont baisser de 1 à chaque fois que vous prenez un coup. Donc il faut une bonne génération. Voilà, il faut les régénérer, donc important de relancer ce sort fréquemment. Moi j'aimerais bien qu'on parle de la petite remarque que je t'avais fait sur les runes, parce que tu avais fait un Alors choix oui, tout à fait. Voilà, effectivement, c'est qu'on va en venir, effectivement, il nous reste à voir les runes et les parangons, alors on va parler des runes en premier. Actuellement dans le build, si on regarde, on a donc casté un sort avec un cooldown qui nous donne 50 offering, donc on a vu que les cooldowns, on allait pouvoir les caster très fréquemment. Et j'ai mis ici le gain Dark Shroud. Donc ça peut très bien marcher en début de partie quand on n'est pas encore full opti au niveau des cooldowns, sachant que l'ombre de sombre voile, hein, si je traduis en français, qui est du rogue, nous fait 8% de réduction de dégâts par ombre. Ça permet aussi d'aller chercher encore plus de réduction de dégâts, d'être encore plus solide sur nos appuis. Mais comme on l'a vu précédemment, là, on va réduire nos cooldowns très fort. Très fort. Il est possible qu'on puisse caster notre ult, honnêtement, toutes les 3-4 secondes. Et à ce moment-là, au niveau des pouvoirs, on préférera mettre, il y a une rune qui fait que quand on caste une ult, on gagne, je sais plus combien d'offrandes. Je crois qu'elle est par là. Voilà, casting an ultimate nous fait gagner 150 offrandes. Et à ce moment-là, il pourrait être intéressant de jouer avec le cri de guerre du barbare, qui va augmenter notre vitesse et nos dégâts donc encore un multiplicateur général qui va encore peut-être double dip ici et faire n'importe quoi encore. C'est un combo qu'on a trouvé, oui après tu vas montrer la pétrification, mais c'est le combo qu'on retrouve dans la plupart des gros builds qu'on a pu voir issus du PTR. Ils avaient tous, à la fin en tout cas, cri de guerre et pétrification. Et c'est pour ça que je t'avais dit, c'est vrai que le Dark Shroud c'est intéressant parce que bon t'es toujours plus tanky. On a vu que sur le tourment 4, notamment pendant le leveling, on va prendre vraiment beaucoup plus de dégâts, surtout si vous n'avez pas encore le Tyrell. Mais concrètement, je pense qu'à partir du moment où on aura le Tyrell, on sera quand même beaucoup plus tanky. Et les deux ultis cumulés, la pétrification et le cri de guerre, c'est n'importe quoi en fait. Effectivement, quand vous aurez un taux de cooldown suffisamment élevé,
ça va devenir très fort. Donc effectivement, on passera très probablement sur cri de guerre quand on casse une ultimate. Deuxième mot runique, donc j'ai choisi de mettre sur le bâton. Le bâton, si on met des gemmes dessus, on aura du dégât additif, comme on disait tout à l'heure. Donc là, si on regarde avec des glyphes level 50, des dégâts additifs, j'en ai déjà 3000. Donc gagner 150% de dégâts additifs par rapport à 3000, vous gagnez à peu près 7% de dégâts. Pas très intéressant. Je préfère mettre des gemmes de ressources, de dextérité qui vont augmenter nos dégâts beaucoup plus et sacrifier ici sur le bâton pour mettre le mot runique. Au niveau du mot runique, donc cette fois-ci, on a mis Xol qui fait qu'on gagne 150 offrandes quand on évoque le pouvoir d'une autre classe, donc soit le Dark Shroud, soit le cri de guerre du barbare, donc il pourrait quand même arriver assez souvent. Pour pouvoir invoquer la pétrification du druide, donc qui va principalement augmenter nos dégâts critiques contre les ennemis pétrifiés. Et donc on fait que des dégâts critiques. Et aussi donc potentiellement affecter 2 fois cette histoire d'esprit ici qui vient faire plus de dégâts. Donc dans tous les cas, ce sera fort, potentiellement beaucoup trop fort. Donc les mots runiques, voilà, Warcry, Petrify, une fois qu'on arrive en endgame, je pense que ce sont les 2 meilleurs. À vous après de voir si vous préférez peut-être changer le Petrify et mettre par exemple un Dark Shroud pour plus de robustesse, pour pouvoir vous balader les yeux fermés dans le pit. Ça dépendra de vos choix. Eh ben, passons au parangon, hein. Vas-y. Voilà, on finit avec les parangons. Alors vous voyez que les parangons, il m'en reste des points disponibles. J'ai pas abusé non plus pour l'instant, les glyphes sont level 50. C'est-à-dire que vous pouvez les monter 100. Ce qui va globalement augmenter, là on est à 2700 de dégâts critiques. Si je choisis de monter juste les 2 qui font des dégâts critiques au niveau 100, regardez ce que ça va donner. On ne s'intéresse même pas aux autres parce que c'est anecdotique comparé à celle-là. On passe à 4900. Donc des dégâts additifs, vous pouvez en avoir beaucoup. J'ai choisi de pas nous mettre à 100 de partout pour voir ce qu'on aurait un petit peu au début, pas forcément à la fin. Par contre, c'est très intéressant ce que tu fais parce que ça montre les 2 glyphes peut-être les plus intéressantes à focus après qu'on ait augmenté l'aura au 2e niveau de toutes les glyphes, quoi. Voilà, les 2 plus intéressantes, c'est celle des dégâts crit. Après, elles sont toutes intéressantes puisqu'ils ont ajouté un multiplicateur à toutes les... On voit que maintenant, si je prends n'importe quel glyphe, j'ai un premier multiplicateur. Alors celle-là n'en avait pas à la base, elle me génère de la vie dure, mais j'ai un nouveau Legendary bonus, un multiplicateur. Donc on a des glyphes qui se retrouvent avec 2 multiplicateurs parfois, on va voir. Donc au niveau des choix, bon, premier plateau de parangon, on va chercher de l'armure, du pourcent vie, pourcent dégâts et dextérité. La dextérité est fort, donc on vient vraiment chercher ce nœud de pourcent vie ici, puisque ils ont décidé de nerfer très très fort la vita. Si on regarde, mon maximum de vie est de 2200, donc on était habitué à avoir 20, 30, 40 000. On va repasser à des vies très basses. Donc important quand même d'aller chercher de la vie. Et première glyphe, des dégâts au jaguar. Alors, on verra qu'on en a besoin un petit peu pour un des nœuds légendaires, mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir nos chances de coup critique qui vont être augmentées à chaque fois qu'on fait des dégâts avec un sort de jaguar, jusqu'à un maximum de plus 10%. Donc ça peut vous permettre de combler ici le manque que vous allez avoir pour arriver à 100% et faire uniquement du critique, même quand vous activez pas au début notre fameux bâton. En plus de ça, on voit qu'on a un bonus légendaire qui nous fait 16% de dégâts critiques en plus, là au niveau 50. Si on la monte niveau 100, c'est 24. Donc un multiplicateur de plus. De toute façon que maintenant on a sur presque toutes les... Deuxième plateau, j'ai choisi Saping avec la glyphe Fitness. Donc Fitness qui vient augmenter nos dégâts critiques, qui fait que les critiques génèrent 3 de vigueur. Alors avec toute la régénération de vigueur qu'on a, ce sera plutôt 6. Ça aide au départ à lancer la machine, à remonter la vigueur plus vite pour la redépenser plus vite, pour ensuite tout dépenser et tout remettre dès le début. De l'armure dans le plateau qui est assez intéressante. On max la dextérité d'abord parce que c'est notre statistique principale et en plus elle booste la glyphe, donc très intéressant. On a quelques nœuds intéressants, de la vitesse d'attaque ici par exemple, des résistances et de la vita maximum. Assez intéressant à prendre aussi. Du dodge chance, on a vu tout à l'heure que faire du dodge, ça peut aussi nous aider à compléter notre trou dans les chances de crit au départ, en plus de gagner des dégâts critiques. C'est intéressant. Et
premier nœud légendaire, qui fait que quand on caste 3 sorts de gorille, de jaguar, d'aigle ou de centipède, on restaure 15%, donc on récupère 15% de notre vigueur. Et on fait 30% de dégâts en plus pendant 5 secondes. Donc comme on va caster à chaque fois 3 fois revanche, on va activer ce nœud tout le temps. Donc augmenter encore notre régénération de vigueur, 15% on avait calculé 225, ça représente à peu près 35 de vigueur que vous allez générer. Donc c'est pas déconnant au départ pour remplir la barre. Et en plus, un bonus de 30% de dégâts, toujours à prendre. En troisième plateau, donc on a Infighter avec la glyphe Colosse. Colosse qui, elle, va booster les dégâts de gorille. On s'en fiche un petit peu, en fait. Encore une fois, c'est des dégâts additifs. 150 par rapport à quasiment 5000, c'est très faible. Par contre, si on regarde dans les bonus additionnels, on a 2% de dégâts multiplicatifs cette fois-ci par charge de Resolve. Comme des charges de Resolve, on devrait en avoir au moins une vingtaine tout le temps sur nous. On a un multiplicateur ici à 40%. Plus un autre multiplicateur à 14% ici sur les cibles proches. Donc on devrait taper uniquement des cibles proches, donc un multiplicateur qui marche tout le temps. Et encore une fois sur une glyphe 50. Je crois que si on la monte 100, ça doit être proche des 24% aussi. D'ailleurs, les cibles proches, on sait c'est quelle distance ou pas exactement? Oui, on a une vague idée du cible proche. Globalement, je crois qu'ils avaient dit 15 mètres. Ce que vous faites, c'est que vous prenez la taille de votre personnage, et c'est à peu près 1,5 ou 2 fois la taille de votre perso autour de vous. D'accord. Donc, de toute façon, on va taper proche. On va probablement taper quasiment au corps à corps. Au niveau des nœuds, ici, on a encore une fois de la vie maximum, assez intéressante. Des pourcents dégâts et de la dextérité qui va un peu booster fort aussi nos dégâts. Du block chance, un petit peu, tant qu'à faire, passer par là, pour aller chercher le pouvoir qui est là-haut. Donc, qui fait que à chaque fois qu'on va bloquer ou esquiver une attaque, on va gagner de l'attaque speed. Taper plus vite, dépenser plus vite, générer plus vite, taper plus. Sachant que tu as 100% de block chance. Voilà. On a 100% de block chance, donc on va gagner notre attaque speed 2% jusqu'à un maximum de 9 fois, ça fait donc 18% d'attaque speed. Ça va nous permettre d'aller taper un peu plus vite et donc tout simplement faire un peu plus de dégâts. J'en profite pour aller chercher des résistances au feu ici. On a vu qu'au niveau des résistances, il fallait aller en prendre quand même parce que on prend très fort, c'est moins... Voilà, on voit ici c'est écrit moins... Non, c'est pas écrit. Tant pis. C'est moins 96%, je crois, pour le tourment 4. Donc, on veut des résistances. Encore du dodge chance ici. C'est important, on l'a vu tout à l'heure. Puis, si vous esquivez, vous prenez moins de coups, donc moins de dégâts. La life on it, on ne sait pas combien elle va être. Mais de toute façon, ça reste un petit bonus à prendre. Éventuellement, on pourrait enlever le point ici, par exemple, si on veut le récupérer ailleurs. Et ici, des pourcents dégâts additifs au gorille. C'est toujours un petit peu plus de dégâts de prix. On voit qu'il reste déjà des points, on pourra encore aller chercher des choses. Il faut savoir que cette saison va être limitée au niveau des plateaux. C'est 4 plateaux en plus du plateau de base. Donc vous aurez de toute façon vos limites. Il y a un moment où vous allez dépenser vos points pour aller chercher les nœuds qui va rester à droite à gauche. Au niveau de la 4e, cette fois-ci on a pris Revealing avec la glyphe Spirit. Donc encore une glyphe qui fait des dégâts additifs critiques. Alors cette fois-ci quand même beaucoup. Si on la monte 100, 988, mine de rien, ça représente quand même beaucoup. Qui nous donne un bonus additionnel donc de dégâts critiques multiplicatifs jusqu'à 15%. Et un deuxième bonus multiplicateur sur les élites jusqu'à 28% quand elle sera montée au maximum. Donc beaucoup de dégâts et encore une fois ça passe par la dextérité qui est notre stat principale, donc qui aussi elle augmente nos dégâts. Donc on va chercher vraiment toute la dextérité possible qu'on peut. On va passer par ce nœud pour aller chercher le pouvoir légendaire, donc cette fois-ci ici de la résistance à la foudre, par celui-là qui va nous refaire de la résistance au poison, donc on a foudre, poison, on avait feu ailleurs là-bas, ça nous fait 3 résistances ici, pour aller chercher ce nœud, qui fait qu'on a 30% de chance de renverser les cibles vulnérables quand on les tape. Donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour profiter du coefficient multiplicateur. Voilà. Et en plus, on gagne 30% contre les cibles qui sont victimes d'effets du contrôle. On avait les 15% sur les cibles renversées et on a encore un 30% ici
sur les cibles, donc crowd control, peu importe cette fois-ci que ce soit gelé, stun, renversé, ralenti, ça marche, tout marche. Un boss stagger, pareil, ça marche. Alors je suis pas sûr qu'on arrive jusqu'au stagger du boss, honnêtement, mais bon. Si jamais, voilà, on aura un 30% sur boss stagger. Pour le dernier plateau, bon vraiment là je suis allé chercher, j'ai essayé de prendre la glyphe la plus générale possible au niveau des multiplicateurs, donc on le met dans convergence, donc je sais plus comment ça s'appelle en français. En tout cas, c'est celle qui fait la réduction de dégâts aux cibles proches. Ça reste 10% de réduction de dégâts en plus pour tout ce qui est proche, donc les boss par exemple, et un multiplicateur de dégâts sur les cibles proches aussi, donc quelque chose d'assez général qui va peut-être venir rebooster une deuxième fois notre fameux sort, enfin notre fameuse amélioration de l'esprit du jaguar ici. On en profite pour prendre de l'armure, quand même très important. Le cap maintenant est à 1000. Vous voyez que au niveau de l'armure, on est tout pile au cap, 1039. Donc il faut aller chercher un peu d'armure. On passe par ici, donc par de la vie maximum, pour aller chercher ce nœud légendaire-ci. Donc pour traduire, on va faire 20% des dégâts additionnés. Alors comment dire ? On a des dégâts par type d'esprit. On a vu que j'ai mis des dégâts pour les sorts de jaguar, des dégâts pour les sorts de gorille. On va additionner ces deux bonus et on va prendre 20% de ce bonus et ce sera un multiplicateur jusqu'à un maximum de 30%. Donc ici, avec nos deux glyphes, on arrivera encore à un multiplicateur de 30%. Donc ça commence à faire beaucoup de multiplicateurs quand même. Et on en profite pour aller chercher de l'attaque speed en plus, ici, qui est pas très loin, et de la vie. Parce que on l'a dit, la vie, on en a plus beaucoup. On a un petit bonus de réduction de dégâts quand on bouge. Alors je sais pas si ça va être très utile ou pas, mais c'est vraiment plutôt la vie qu'on est venu prendre ici au niveau de ces points de parangon. Et il nous restera quelques points de parangon pour aller compléter, par exemple, prendre encore un petit peu plus de notre pourcent de vie, des nœuds par exemple par ici. Mais globalement, on a fait vraiment le tour du plus intéressant au niveau de tous les nœuds rares et légendaires à prendre pour ce build. Et ça nous fait à la fin des multiplicateurs qui sont très très élevés, ce qui m'étonne quand on écoutait Blizzard qui disait qu'ils voulaient réduire la quantité de multiplicateurs, au final ils l'ont augmenté. Ouais, c'est ce qu'on a vu en fait sur le PTR, on voulait avoir un damage squish pour que ce soit un peu plus lisible et les joueurs se sont aperçus que c'était complètement un échec au final parce que les dégâts étaient limite plus élevés que sur la saison 5 encore. Oui, donc, oui. Ils seront plus élevés. Ils ont divisé les dégâts de l'arme par, si on regarde, weapon damage 540, là où un bâton avant tapait du 3500 en moyenne. Donc ça fait une division par 7, mais ne vous inquiétez pas au niveau des dégâts, il y a tellement de multiplicateurs en plus, la division par 7 déjà elle est un peu amoindrie par l'histoire de la stat principale, qui elle a une augmentation d'à peu près 2,5 au niveau de l'impact sur les dégâts, et vu la quantité de multiplicateurs qu'ils ont rajouté sur les glyphes, le fait qu'on va pouvoir monter à des dégâts additifs bien plus élevé, probablement 2 fois plus élevé que ce qu'on avait à cette saison, on a encore un multiplicateur par 2 au niveau des dégâts, plus toutes les glyphes, on va largement compenser la perte de dégâts. Et avec ce build, on va probablement s'envoyer dans les étoiles, en tout cas au moins dans la stratosphère, même s'il n'y a pas de bug à ce niveau-là. C'est ça, vous changez de dimension en fonction des bugs disponibles. Voilà, plus le bug est fort, plus vous allez taper fort. Voilà. Donc on peut pas prédire. De toute façon, moi je pense que de manière générale, pour sortir du cadre du build, je pense que Blizzard, ils se mettent trop des bâtons dans les roues avec ses coefficients multiplicateurs. Pour moi, il devrait rester vraiment un maximum sur de l'additionnel avec quelques coefficients par essence comme l'attaque speed, la génération de ressources ou des choses comme ça pour limiter le côté exponentiel de certains builds parce que je vois pas dans quel monde ils peuvent maîtriser en fait. Les multiplicateurs, on peut encore s'en sortir. Le problème, c'est ce genre ici de choses qui nous mettent. Ouais, je vais revenir vite fait dans les skill trees. On a un autre truc, j'ai pas encore essayé de théorie crafter là-dessus pour le sacré esprit, mais voilà, cette histoire de faire 100% des dégâts on a vu qu'en général, quand Blizzard faisait ça, on avait cette histoire de double dip, donc de coefficient multiplicateur, qui s'applique plusieurs fois. Pour donner un ordre d'idée là dans le build, au niveau des coefficients multiplicateurs qui pourraient passer plusieurs fois, on pourrait avoir en fait un x100 encore là-dessus. Donc imaginons que ça double dip, vous faites 4 coups de revanche qui tapent à 1 milliard, ce qui sera largement atteignable. Vous faites 4 milliards de dégâts
à une seule cible. Et ben le 5e coup, potentiellement, si on a bien le bug qu'on attend, ce sera plus 5 milliards, mais ce sera 500 milliards. C'est ce principe-là du double dip. Et il y a celui-là aussi. J'ai pas encore touché. Mais il va aussi probablement double dip, puisqu'on voit, pour les builds de poison, cette fois-ci, que vos coups critiques font exploser les ennemis pour 100% de l'empoisonnement qu'on leur a appliqué. Peut-être un petit visage d'Andariel là-dessus, ou quelque chose comme ça? Oui, probablement. Visage d'Andariel, et puis on a aussi des sorts très forts sur le poison. Je pense au Touch of Death, là, qui met déjà 300% d'empoisonnement juste sans aucune amélioration. On peut l'emmener à 900, je crois. On a le Scourge aussi, qui est assez fort. Franchement, ce que je me dis, c'est qu'ils ont intérêt à remettre du pit de sang, sinon les Secret Spree vont s'ennuyer, vraiment. Exactement, c'est ce que je pensais. Et même s'ils mettent du pit de sang, j'espère qu'on va pas avoir de double dip là-dessus ou là-dessus. Parce que sinon, on risque de s'ennuyer quand même. Ouais. Si on court et qu'on one-shot tout, sauf peut-être le boss à qui il faudra mettre 4 coups, on risque de s'ennuyer un petit peu, ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour, là, pour le coup. On a fait le tour du build, en effet. Mais sachez que voilà, le Sacré Esprit, je pense qu'il y aura énormément de builds qui vont être très forts. Il y a moyen de s'amuser cette saison. Et je pense qu'il faut en profiter. C'était la volonté de Blizzard de le rendre trop fort. Ouais, je pense qu'il y aura potentiellement quand même un nerf mid-saison, même s'ils le font pas en général. Je pense que là, il va falloir s'y attendre, à mon avis. Le nerf, si ça double dip, il faut s'attendre à un nerf au milieu de la saison, c'est sûr. Si on commence à voir des centaines de milliers de milliards de dégâts, je pense quand même que Blizzard va réagir et faire un patch mi-saison en disant c'était buggé et potentiellement casser le truc. On a vu comment ils ont corrigé. Mais dans tous les cas, même si ça double dip pas, ça restera très très fort. Voilà, sans double dip, il faut savoir que ça reste un multiplicateur par 2. Donc autant dire que c'est très fort. En fait, il faudrait qu'ils réduisent, que ça double dip pas et que le 100% ils le passent à plus bas, quoi. Ils mettent à 20 ou 30%. Et voilà, si on veut baisser, il faudrait baisser le pourcentage. En tout cas, pour moi, ce qu'ils devraient rajouter, ce qu'ils ont fait pour certains trucs, c'est que ça devrait pas être 100% du total, juste comme ils l'ont écrit ici. Ça devrait être 100% du total de base. On a déjà vu cette histoire, quand c'est les dégâts de base, ça évite le double dip. Ça veut dire qu'on prendrait vraiment, je prends ici, je mets un coup à 437%. x4 de 437, quoi. Je vais en mettre 4, donc 4 x 4, 16, allez, 17 avec son rajoute. Ça ferait un coup à 1700% des dégâts de mon arme, et de là, je repars sur le calcul avec un multiplicateur. Ça éviterait le double dip, effectivement, j'ai mis 4 coups à 1 milliard, je fais 1 plus 1 plus 1, ça fait 4 milliards, et hop, je remets les multiplicateurs dessus, qui deviendraient beaucoup trop forts. Yes. Eh ben écoute, merci beaucoup. Donc moi de toute façon j'ai prévu de jouer ton build. Là je vais commencer par Épine parce que je pense que le temps d'avoir... il sera beaucoup plus simple à mettre en place. Ouais, c'est ça. Épine il est vraiment bien, je pense, en leveling pour le coup. Tout de suite, dès les premiers niveaux, tu vas faire beaucoup de dégâts. Ça va vraiment faire un tout droit. Et puis dès qu'on va avoir les uniques nécessaires, je me mettrai, je pense, sur ton build qui a l'air vraiment incroyable. En tout cas, je te remercie pour toutes ces précisions. Je pense que c'est la vidéo build la plus longue que je vais poster sur ma chaîne. Ouais, je suis un peu désolé. Mais il y avait trop de synergie en fait. Mais je pense que ça plaira à beaucoup de monde parce que moi, je rentre pas forcément autant dans les détails parce que des fois parce que j'ai pas les connaissances pour rentrer aussi loin dans les détails, sauf sur les builds lesquels je joue, et on peut pas jouer tous les builds sur une saison, c'est impossible. Mais là c'est intéressant parce que non seulement c'est une nouvelle classe, donc on découvre les mécaniques et je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront intéressés de voir un petit peu les nouveaux passifs, les nouveaux sorts et comment se construit un petit peu ce personnage que les gens ne le connaissent pas du tout encore. Donc je pense que cette vidéo sera plutôt la bienvenue. Donc merci encore beaucoup à toi pour ton temps et ton intervention. Avec plaisir. De toute façon, voilà, ce que disait Camille au départ aussi, vous me trouverez sur le Discord fréquemment. Alors, je travaille, je suis prof, donc j'ai quand même des vacances aussi, beaucoup de vacances par moment. Je suis beaucoup présent sur le Discord. Dès que je joue, je suis sur Discord, je suis en vocal. Et c'est toujours un plaisir de donner des conseils sur les classes que je connais. Donc, je peux vous aider sur le rogue, le sorcier principalement. Potentiellement la saison prochaine sur le Sacré Esprit, puisque si c'était pas clair, c'est bien la classe que je compte jouer avec ce build en endgame. D'ici là, j'espère aussi essayer de chercher un peu d'autres builds, un build leveling, peut-être un build poison, j'aime bien le poison, c'est sympa. Donc n'hésitez pas, vous passez sur le Discord de Camille, vous voyez Vess en ligne si vous avez des questions, vous m'envoyez même un MP si vous voulez pas venir en vocal, j'essaierai d'y répondre au
mieux. Voilà, donc Vess va être maintenant harcelé, ça c'est fait, et du coup, sinon, et voilà, on a la zone vocale, en fait, c'est ici. Et en fait, sur le Discord, donc en haut, vous avez les canaux qui sont la zone publique, vous pouvez créer un vocal pour vous créer avec vous et vos potes. Et effectivement, voilà, vous avez pas mal de membres de la guilde qui sont là, n'hésitez pas à nous rejoindre. On recrute, on continue d'ailleurs pour les 2 clans. Et Vess est régulièrement en vocal. Vous pouvez aussi utiliser le nouveau canal Sacré Esprit qu'on a fait ici. On échange, on partage les builds. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez poster vos builds un petit peu avec votre équipement, des choses comme ça. Si vraiment vous ne comprenez pas, des fois il y a des gens qui posent des commentaires sous mes vidéos YouTube, mais c'est complètement impossible de vous répondre parce que vous me dites je comprends pas, j'ai des problèmes de génération de ressources. Ouais, mais bon, il faut qu'on voit ton équipement, il faut qu'on voit tes parangons, il faut qu'on voit ton talent. Sinon, c'est impossible de savoir d'où vient le problème. Donc voilà, c'est pour ça que les salons c'est bien. Vous pouvez poster vos captures d'écran et tout. Et puis nous, ça nous permet de vous répondre dès qu'on a un moment. Vous attendez pas à des réponses en 5 minutes, évidemment, mais as soon as possible, comme on dit. Donc, pour moi, c'est tout bon. Merci encore une fois pour ton aide, Vess. Et puis, peut-être à une prochaine fois pour un autre build, si jamais tu es motivé pour. Tout à fait. Allez, et puis bonne saison 6, du coup, à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Pourquoi pas réitérer l'expérience avec d'autres personnes qui pourraient présenter leur build un peu plus en détail. Donc vraiment des deep dives sur certains builds qui fonctionneraient très très bien sur les prochaines saisons. Si vous pensez que c'est une bonne idée, mettez-le en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!